Bonjour et bienvenue à cette première émission de Vue d'ici, version estivale. Bien qu'il reste encore un peu de neige à différents endroits du territoire, il nous fera plaisir, avec l'été qui arrive, de couvrir vos événements et de vous présenter 3 reportages par semaine. Pour cette première émission, vous pourrez voir ma rencontre avec l'artiste Aro, qui vient de Lac-Beauport, et aussi ma rencontre avec 2 élèves de la passerelle qui ont réalisé des bandes dessinées pour une bonne cause. Et finalement, l'appel organisait au Marais du Nord de Stoneham une corvée de nettoyage et c'est Mégane qui s'est rendue sur place pour rencontrer les participants. Bonne émission! Aujourd'hui, nous sommes à la galerie Aro, située à Stoneham, pour vous présenter une artiste de Lac-Beauport, Caroline Bergeron. Elle nous parlera de son parcours, des ateliers créatifs qu'elle donne et aussi d'un événement qui vous attend à la fin du mois de mai. Racontez-nous votre histoire et comment vous êtes rendu où vous en êtes aujourd'hui à titre d'artiste. Bien, tout a débuté à l'École d'entrepreneurship de Beauce où, en tant qu'entrepreneur, j'ai fait le parcours élite d'une durée de 2 ans, donc de 2016 à 2018. Et le 4 février 2017, lors d'un atelier un samedi soir très festif, on devait créer une œuvre et j'ai utilisé une spatule, donc un couteau à peindre, et j'ai exploré finalement la peinture pour la première fois dans ma vie à cette date-là. Et ça a été une révélation, une révolution. Donc, ça a réellement changé ma vie. Un moment où j'ai eu vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose de physique en moi, une libération de me ramener dans le ici-maintenant. J'ai continué à peindre par passion et j'ai, à ce moment-là, commencé à parler de mes œuvres, de fait que j'avais commencé à peindre et les gens ont commencé à s'intéresser à mon travail. Puis, j'ai eu l'opportunité de rentrer en galerie d'art dans le Vieux-Québec à l'automne 2017, donc quelques mois seulement après avoir commencé à peindre. Et ça s'est enchaîné, vernissage solo, après ça, New York, Paris, Miami, Cincinnati et autres. Donc, ça m'a permis de voyager beaucoup là, dans l'année 2018. Et en août 2018, j'ai ouvert ma galerie d'art donc à Stoneham. Donc, un parcours pour faciliter mon travail. Donc, j'ai aménagé un studio de peinture ici à Stoneham. Et on en a créé aussi un espace galerie pour accueillir les gens sur rendez-vous. Donc, les amateurs d'art, démystifier l'art à sa base. Donc, il n'y a jamais d'intention, là, lorsque j'accueille des gens, ne serait-ce que de venir explorer, venir voir, on discute et tout. S'il y a des coups de cœur, tant mieux. Mais sinon, c'est juste un moment où j'ai l'opportunité d'avoir un contact très, très privilégié avec la personne ou les gens pour présenter ce que je fais, mon histoire derrière Aro. Aro, derrière elle, il y a Caroline Bergeron qui a un bagage en marketing. On voit que ça fait une grande différence dans votre parcours, autant sur les réseaux sociaux qu'avec vos communiqués. Oui, en effet. Donc, j'ai cherché très rapidement à bien m'entourer et 2, donner une signature, une notoriété, une crédibilité à mon travail et m'assurer que les gens qui font des recherches à mon sujet ou qui souhaitent en savoir plus soient en mesure tout de suite de voir la qualité de mon travail parce que c'est difficile en image, en photo, de transposer la qualité d'une œuvre, la perspective, la profondeur, la qualité des matériaux et autres. Donc, je voulais que l'ensemble de l'image d'Aro, non seulement les œuvres en elles-mêmes, mais toute l'arrière-scène que j'appelle, soit bien aiguillée aussi, là, avec une vision sur du long terme. Parlez-nous de votre style, du processus de la création d'une œuvre. Ça part comment et ça se termine quand? Au départ, je fais de la peinture abstraite, donc au couteau principalement. J'ai exploré dernièrement dans la collection pareil que je lance là, ce mois-ci à la Galerie Aro, le pinceau, donc dans les couches de base. Mais c'est réellement un processus d'exploration intérieure. Donc, c'est vraiment un voyage, une introspection. Je me pose pas la question quelle couleur je vais choisir pour quelle œuvre, dans quel format. Donc, j'explore, je me laisse aller en fonction de mon état d'esprit de la journée, de comment je me sens, de mon niveau de bonheur, mon niveau de joie, ou même des fois une rencontre va venir teinter ou influencer ma démarche créative. Puis, j'arrête au moment où je sens que l'œuvre, elle est complète, puis que j'ai libéré ce que j'avais à libérer ou que l'histoire est écrite. Et lorsqu'elle est sèche, vernie, encadrée, j'écris l'histoire de l'œuvre, donc son titre et l'histoire, dans quel état d'esprit j'étais lorsque je l'écris ou le message que je souhaite transposer aux gens qui vont regarder mes œuvres.
Quels sont vos projets? Est-ce qu'on pourrait voir un jour naître un livre avec toutes ces histoires que vous racontez avec vos toiles? Je suis dans un projet d'écriture déjà depuis 2016 sur un livre que je souhaite publier éventuellement, mais que je souhaite dans un premier temps poursuivre l'écriture pour moi-même. Donc, c'est un processus qui va prendre encore, je crois, quelques mois, peut-être quelques années, mais je suis vraiment dans une démarche où j'ai besoin de communiquer, que ce soit par l'art, par la parole ou par l'écrit. Parlez-nous de ce type d'art que vous voulez faire sur mannequin ou encore sur la voiture de votre conjoint qui a une passion, en fait, pour l'automobile. Peindre sur canevas, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, mais je sais qu'il y a tellement d'autres types de canevas ou de formes ou des éléments explorés. Donc, autant je pense à l'idée du tissu pour en faire peut-être éventuellement des vêtements ou autres. C'est quelque chose que j'aimerais explorer, que l'idée de peindre sur des mannequins qui pourraient être présentés finalement dans des magasins, des boutiques ou quelque chose, mais vraiment dans un concept de haute couture. Puis, mon conjoint est un passionné de voitures et instructeur pour le Club Porsche. Il y a 2 voitures et je suis en train d'exécuter un projet avec lui sur le capot de sa voiture qu'on va présenter en grande primaire lors du vernissage du 29 mai. Chaque collection est aiguillée en fonction d'un cheminement ou d'un désir d'évolution personnelle. Donc, ma dernière collection, Urgence de vivre, était vraiment dans le concept de se choisir et d'essayer de se ramener dans le moment présent parce que la vie va tellement vite et le passé, on ne peut pas le changer. On anticipe le futur, ça crée d'autres situations. Donc, juste de vivre l'instant présent, je pense que c'est là où on peut trouver nos moments de bonheur. Et la collection Paraître, c'est réellement un processus à un certain âge d'arriver à dire que tout ce qui a conditionné, des fois, des décisions qu'on peut prendre par rapport au regard des gens, bien là, ce que je souhaite réellement, c'est vraiment faire le passage vers le être mon essence, accepter ce que je suis dans mes zones de lumière et d'ombre et de pouvoir simplement être bien avec ça et de le présenter de cette façon-là. Donc, la collection Paraître, c'est un discours, je me suis parlé, je me suis questionnée, puis chaque œuvre fait partie un peu de ce parcours de questionnement-là pour passer du paraître à être. Et vous permettez aussi à des gens de venir créer dans votre atelier avec des ateliers de création? Oui, en effet. Donc, c'est vraiment sur mesure. C'est au moment où la personne, ça lui convient. Donc, c'est un atelier de 3 heures en privé. Donc, je peins avec la personne. La personne repart avec sa propre œuvre. C'est aiguillé avec une démarche artistique. On se ramène beaucoup dans l'introspection, le moment présent, le plaisir, prendre soin de soi. Donc, c'est vraiment une formule, un cadeau qu'on se fait à soi ou qu'on peut offrir à quelqu'un, vivre aussi entre amis. Puis je le fais aussi au niveau de team building, au niveau des entreprises corporatives. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte aux gens qui passent par votre galerie ou encore ceux qui prennent le temps de regarder votre art? Comment ils ressortent d'ici? Bien, j'espère heureux, dans la joie, parce que mes œuvres sont très colorées. Je pense que la démarche est réellement peut-être juste de se reconnecter avec soi-même. Il y a beaucoup de vibrations, il y a beaucoup de textures, beaucoup de profondeur dans mes œuvres, une certaine complexité aussi. Puis ce que je souhaite, c'est simplement amener les gens à prendre conscience qu'on est tous différents, que chaque œuvre est unique, mais que chaque humain l'est aussi, puis que l'art nous rend heureux quand on a un coup de cœur pour une œuvre puis qu'on la voit avec les yeux du cœur puis qu'on peut être émotif même à regarder une œuvre. Je pense que mission accomplie quand ça arrive. C'est d'ailleurs à la fin du mois qu'il sera possible à la Galerie Arro de Stoneham de venir voir cette exposition? Oui, pour 2 soirs, donc 29 et 30 mai, de 18h à 21h. On invite les gens de la communauté à venir, à passer. On aura des bouchées, du vin, il y aura une belle ambiance musicale et les œuvres seront présentées, bien sûr, au public. La femme derrière Arro est tout aussi inspirante que ses toiles et on vous invite à venir les admirer les 29 et 30 mai en soirée pour l'exposition Paraître. N'hésitez pas à aller suivre Arro sur Facebook et sur Instagram pour vous laisser inspirer à la maison. Comme vous savez, l'équipe de Vue d'ici aime encourager les jeunes du territoire qui se démarquent par leurs bonnes actions. Nous sommes donc aujourd'hui à l'école La Passerelle pour rencontrer Adrien et Olivier qui ont décidé de faire des bandes dessinées pour amasser de l'argent pour les manoirs Ronald McDonald. Nous allons en découvrir un peu plus sur leur projet. Olivier, tu as 10 ans et toi, tu as fait un projet de bande dessinée pour remettre l'argent à un organisme. Parle-moi de ce projet-là. Qu'est-ce que c'était? Bien, c'était le fun parce que moi et mon ami, on faisait des BD pour financer ce projet-là. Puis, à la force, comme de faire des BD, on a récolté de l'argent parce qu'on l'a vendu à notre école.
Puis on a récolté cet argent-là pour le donner au manoir. Ben, ça a commencé comme Xavier, un ami dans la classe. Il dessinait des tripotins. Je me souviens plus même c'est quoi, là. Mais moi, j'en ai dessiné un avec un chandail de McDo. Puis je l'ai appelé Monsieur Croquette. Puis c'était dans un cours de musique. Le personnage principal, c'est Monsieur Croquette. Puis Monsieur Croquette, c'est comme... il aime beaucoup le McDo. Puis c'est comme dans différentes aventures, il se passe des choses. Toi, ça faisait déjà 3 ans que tu faisais des bandes dessinées. Qu'est-ce que tu aimes de faire ces dessins-là, raconter ces histoires? Ben moi, ça aussi, ça me met dans l'imagination, puis ça développe mon imagination. Comment ça se passe? Comment on fait pour créer une BD là, pour quelqu'un qui en a jamais fait? C'est quoi les règles de base? Les règles de base pour créer une BD, il faut faire les cases, il faut inventer un personnage, puis il faut faire son histoire. Est-ce que vous choisissiez les histoires ensemble? Comment vous avez fonctionné? Ben au début, on se donnait des noms de titres. Puis à la fin, on décidait qu'est-ce qu'on allait choisir puis qu'est-ce que ça allait raconter. Comment tu t'es améliorée, toi, en tant que BDiste? Est-ce que tu trouves que tu as fait beaucoup de progrès depuis les 3 dernières années? Oui, beaucoup, parce qu'avant, je faisais pas de cases, puis il était pas très belle. Comment ça fonctionne? C'est quand que tu peux faire tes coloriages puis préparer tes histoires? Ben, souvent la fin de semaine, le vendredi, puis des fois la semaine, le soir ou le matin. Comment vous les avez vendus, les BD? Comment les gens dans l'école pouvaient s'en procurer? Bien, nous, on les présentait à peu près tout le monde. On faisait un rabais de 20 cents l'hiver puis 30 cents l'été. Puis est-ce que tu aimerais continuer à faire la création de BD? Puis est-ce que tu aimerais amasser encore plus d'argent pour encore faire un don? Oui. Parlez-nous de ce projet qui a commencé l'année dernière avec votre stagiaire. Oui, en fait, avec ma stagiaire, mes élèves ont commencé à créer des bandes dessinées, ont vu tout le langage au niveau des BD. Ensuite, ils en ont créé une. Puis ça a continué. Ça a continué. Mais là, en fait, cette année, c'était plus au niveau du travail personnel quand leurs travaux sont terminés, que là, ils pouvaient soit sortir dans le corridor, aller continuer leur bande dessinée ou quand ils avaient terminé leurs travaux, ils pouvaient faire ça. Là. Comment s'est déroulée la vente, finalement, des BD? Bien, la vente, honnêtement, c'est vraiment plus eux qui l'ont géré. Là. Moi, vraiment, là, je ne l'ai pas vu passer. Là. C'est vraiment eux qui ont géré ça puis qui ont pris l'initiative de tout ça. Là. Ça fait du bien de voir que les enfants sont encore capables de travailler ensemble puis de le faire pour quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Est-ce que vous avez vu votre enfant faire de l'art à la maison, dessiner, tout ça? Comment s'est passé son processus depuis avant les fêtes jusqu'à maintenant? Bien, c'est sûr qu'il y en a travaillé, il y en a dessiné, ajout de couleurs, ajout d'un peu tout. À la maison aussi, là, c'est du projet personnel ici à l'école, mais à la maison, ils ont travaillé fort, d'après moi, là-dessus aussi. Comment vous avez pu comprendre quel était le but qu'il voulait atteindre avec ses bandes dessinées, M. Croquette? Il voulait amasser vraiment des fonds pour le manoir Ronald McDonald, mais justement, à coup de 10 sous, je me suis dit, c'est pas, ça ira sûrement pas vraiment loin. C'est un petit projet d'école qui va sûrement s'achever, mais finalement, ils ont vraiment travaillé fort dessus, puis ils sont allés plus loin que je pensais qu'ils pouvaient aller avec ça, puis je suis vraiment fière d'eux. Qu'est-ce que vous pensez des histoires de M. Croquette? Est-ce que ça vous a amusé de voir leur imagination? Avez-vous pu en lire vous-même? Oui, sur la trentaine qu'ils ont fait, j'en ai lu quelques-unes, puis sincèrement, ils ont de l'imagination. Oui, c'est très, très imaginatif. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du milieu de vie, de la passerelle, de l'école, de l'enseignante de votre enfant? Est-ce que ça se déroule bien ici? Oui, ça se déroule très bien. L'encadrement est super. La classe avec Mme Karine, là, il y a beaucoup d'avancement avec ses élèves. Puis je suis vraiment fière aussi qu'il ait décidé d'instaurer cette façon de travailler là sur 2 ans. Justement, parlez-moi de ce programme-là. C'est quand même assez récent. Ça permet aux élèves d'être là pendant 2 années avec la même enseignante, en fait, tout le cycle? Oui, dans le fond, la 3e et 4e année se fait avec la même enseignante. Donc, il n'y a pas de réadaptation à une nouvelle enseignante, nouvelle façon de faire. Ils ont changé de classe, puis c'est à peu près la seule chose qu'ils ont eu à s'adapter. Depuis qu'il est tout petit, Olivier dessine beaucoup. Pour ce qui est des bandes dessinées, c'est sûr que c'est venu. Il y a eu beaucoup d'histoires
il y a 3 ans. Il faisait des histoires, mais il y avait comme un dessin sur une page. Il changeait de page, bon, et tout ça. Ça s'est peaufiné avec le temps, oui, avec le cours de BD. Ça s'est beaucoup amélioré. Il s'est mis à faire des cases. Il y a eu un intérêt. Vraiment, ça se développe, là. Depuis 3 ans, c'est le seul métier qui l'intéresse pour l'instant. Quand il vous a parlé de finalement vendre ses BD, de son projet, comment vous l'avez accueilli, guidé peut-être là-dedans? Je vais vous avouer que le projet était flou. Il me disait qu'il vendait ses bandes dessinées 10 sous, des fois 30 sous. Fait que c'est sûr qu'à coût de 10 sous, 30 sous, je vais vous avouer que le projet était... bon, on en reparlera éventuellement. Mais à un moment donné, il est arrivé avec un montant d'argent. Nous, on a rajouté des petits sous ici et là. On en a acheté aussi, la famille aussi. Quand Adrien est arrivé, on en a vendu aussi. Donc, ça a fait que le montant a augmenté. Puis, à un moment donné, bien, le papa a dit, bon, c'est aujourd'hui que ça se passe. On s'en va. On va aller voir comment on peut remettre les BD au manoir. Puis, ils se sont présentés là le matin. Puis, ils ont été reçus par Mme Martine, qui a été super gentille. Qui les a reçus, qui les a fait visiter, puis qui étaient super emballés par leur projet. Êtes-vous fière de voir votre fils aller avec ses camarades dans ce type de projet, puis de voir qu'il y a un côté généreux en lui, comme celui de ramasser de l'argent finalement pour le manoir, entre autres? Bien, assurément, oui. C'est sûr que on peut pas ne pas être fier de ça. Pas tant le geste que je suis fière que toute l'initiative qu'il a mis, que c'est lui qui a vraiment tout parti. C'est les enfants qui ont tout organisé tout seuls. Vraiment, c'est leur idée, c'est leur plan. Ils se sont rendus là-bas, ils ont présenté leur projet, ils ont tout fait de A à Z. Fait que c'est bien plus la démarche pour laquelle je suis fière de mon fils que la générosité. J'ai jamais douté qu'il était généreux, mais là, toute la démarche a fait comme « wow, mon Dieu, c'est toute l'ampleur que ça a pris. C'est intéressant. » Les manoirs Ronald de McDonald ont comme mission d'accueillir les familles d'enfants hospitalisés, question qu'ils restent proches de leurs enfants et aussi d'avoir accès à des salles pour se réunir en famille. Suite à leurs dons, Adrien et Olivier ont été invités à amasser des jouets pour les frères et sœurs des enfants malades et c'est donc leur prochain projet à Lac-Saint-Charles. Les gens de la Couronne-Nord de Québec ont été conviés aujourd'hui à venir participer au défi Zéro déchet organisé par l'Appel et ses partenaires. Déjà, plusieurs bénévoles sont sur place pour remplir ce défi d'envergure le long de la rivière Saint-Charles. On parle ici du hashtag Trashtag Challenge. Bonne chance à tous les gens qui vont relever le défi ce matin. En fait, c'est la première fois qu'il s'appelle le défi zéro déchet. Avant, on appelait ça la corvée nettoyage. C'est sûr qu'on a voulu faire aussi un clin d'œil à tout le mouvement zéro déchet présentement qui se déroule partout. Et il y a un engouement, je ne sais pas si c'est juste le nom, mais il y a vraiment un engouement là, présentement. L'année passée, on était 60 personnes. C'était déjà beaucoup plus que les années passées. Et cette année, il y a plus de 150 inscriptions. Et comment est-ce que ça fonctionne, là? Est-ce que les gens ramassent tous les déchets et les mettent tous ensemble? Mais encore une fois, cette année, on a voulu innover. On a souhaité caractériser les déchets pour pouvoir faire de la sensibilisation par la suite pour voir qu'est-ce qu'on ramasse, parce qu'on nous a souvent posé cette question-là, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces corvées-là. Et pour vraiment avoir une belle caractérisation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux gens de séparer. C'est aux citoyens à se conscientiser, à ne pas envoyer finalement les déchets dans la rue, mais aussi peut-être ramasser dans leur quartier au printemps. Donc, nous, l'objectif aussi, c'est pas que seulement que l'environnement soit malpropre, c'est que finalement, en bout de ligne, quand ça se retrouve dans les cours d'eau, dans les fossés, quand il y a des gros coups d'eau, quand il pleut beaucoup, l'eau, elle s'en va vers un petit cours d'eau, vers une grande rivière, vers le lac Saint-Charles en bout de ligne. On veut pas avoir un réservoir d'eau potable qui sert aussi de dépotoir. Aujourd'hui, les déchets sont ramassés par les bénévoles. Ensuite, où est-ce que les déchets vont aboutir? En fait, les gens vont les laisser soit sur les bords de rue, puis ensuite, il y a des employés qui vont passer pour aller les porter à l'éco-centre de Stoneham. À l'éco-centre, il y aura le tri et ça s'en ira au bon endroit, c'est-à-dire les matières recyclables vont s'en aller aux matières recyclables et tout ce qui est déchets vont s'en aller au bon endroit. Est-ce que vous allez aussi partager sur les réseaux sociaux des photos pour sensibiliser les gens? Oui, on demande aussi autant aux participants de partager dans leur réseau et nous aussi, on va partager des photos et on va essayer aussi directement avec les commerçants de faire de la sensibilisation puis d'encourager notamment aux tasses récupérables parce que il y a un mouvement aussi dans la région de Montréal puis ça se répand, ça s'appelle la tasse où c'est des tasses en consignation. On peut aller à un endroit
prendre une tasse, la payer 5 $. Puis si on va dans un autre centre où qui utilise cette même tasse-là, on peut la redonner. Ils vont nous redonner le 5 $. Il y a 150 bénévoles aujourd'hui qui participent à la corvée Zéro déchet. Est-ce qu'il y en a de tous les âges qui participent à ce beau défi? Oui, en fait, il y a des gens de tous les âges, il y a des familles, notamment de Stoneham. Puis ce qu'il faut dire aussi cette année, ce qui est une nouveauté, on s'est allié à plusieurs partenaires de la municipalité de Stoneham. On a notamment un comité, le comité vert Stoneham, qui s'est formé de quelques citoyens, dont moi, mais qui souhaitent vraiment comme prendre à charge puis aussi encourager des gestes positifs en environnement. Donc, présentement, c'est avec le comité, avec la souche, l'atelier en vrac, la municipalité de Stoneham qu'on a réussi à faire ça, mais on voulait justement que ce soit un événement plus festif, plus familial. Est-ce que vous allez faire un rapport pour sensibiliser les gens justement au nombre de déchets que vous avez accumulés aujourd'hui? Tout à fait. En fait, c'est le but. Le but, c'est vraiment de sortir le pourcentage de chaque type de matière qu'on a ramassé en bordure de rue. Vous voyez ici, en plus, il y a à côté de moi une grande bâche blanche qu'on a mis. On va mettre un échantillon de chaque type de matière qu'on va avoir ramassé sur cette bâche-là. On va prendre une photo pour montrer qu'est-ce qui se retrouve encore en 2019 en bordure de rue. Puis, nos poids, dans le fond, qu'on va avoir récoltés par chaque type de matière, bien, on va sortir un rapport final qui va être public pour montrer effectivement tout ce qu'on a ramassé. Vous avez 150 bénévoles qui participent avec vous aujourd'hui au défi Zéro déchet. Est-ce que c'est votre plus grande édition à venir jusqu'à maintenant? Bien, je vous dirais que oui. Ça fait longtemps que l'Appel fait une collecte de déchets autour du lac Saint-Charles depuis 1980, en fait. Puis je suis pas mal certaine qu'il y a plusieurs citoyens qui en faisaient bien avant aussi. Puis, mais je vous dirais qu'avec l'organisation de l'Appel, c'est pas mal la première fois qu'il y a autant de gens qui veulent y participer. Puis on a vraiment eu un bel engouement cette année-là. Pourquoi est-ce que c'est important d'impliquer les enfants, justement, dans la collecte de déchets comme aujourd'hui? Les enfants, c'est les acteurs de demain. Hein? C'est eux qui vont pouvoir faire ces actions-là plus tard. Donc, je crois que c'est vraiment important de les prendre jeunes puis de leur montrer l'importance de faire attention à notre environnement. Puis les jeunes, ils sont très conscientisés. Puis je trouve aussi qu'il y a une belle participation de leur part, puis ils sont très allumés. Quand ils voient des choses après ça, ils peuvent le dire à leurs parents, fait que ça fait une belle influence. Est-ce que vous organisez d'autres événements du genre ou pour l'environnement tout au long de l'année? Oui, tout à fait. On a la Journée de l'environnement, en fait, cette année aussi, pour une 3e édition qui se tient le 2 juin prochain, de 9h30 à 2h30 au bureau de l'Appel, donc au 433 rue de l'Age, qui est une belle journée familiale où on va avoir plusieurs kiosques qui vont être là de nos partenaires. L'Appel, ils sont là aussi. Il va y avoir de l'animation sur place, de la musique. Et puis, le clou de la journée va être un beau spectacle d'Arthur l'Aventurier qui vient présenter là, son nouveau spectacle. Donc, puis il y a Cardio plein air qui vient faire là, la première partie pour venir animer les familles. Donc, ça va être une belle journée animée, festive pour tout le monde. Et si les gens veulent rester au courant des futures activités organisées par l'Appel, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Sur notre page Facebook de l'Appel, en fait, on a une section événements. Puis tout ce qui est événements, j'invite les gens à aller là directement. Ils vont avoir toutes les informations. Sinon, sur notre site Internet aussi, ils vont avoir les informations. Par contre, ils sont un petit peu plus difficiles à trouver. Donc, j'invite fortement les gens à rester à l'affût sur notre page Facebook. Pour ce qui est du bilan de la collecte de déchets qui a eu lieu aujourd'hui, quand est-ce que ce sera publié, ce rapport? Je vous dirais qu'il faut prendre le temps là, de tout analyser les données. Donc, d'ici la fin du mois de mai, on devrait être en mesure de sortir le rapport de l'événement. En fait, je suis venue avec mes deux garçons qui ont 5 et 2 ans et demi. Je pense que c'est justement ces générations futures qui va faire qu'il va y avoir un changement et il faut les sensibiliser pour qu'il y ait un changement. Qu'est-ce que vous avez ramassé le plus comme déchets? Du papier et des canettes un peu.
Des mégots de cigarettes, des canettes, du papier. Beaucoup de plastique, puis des déchets de bartendre, puis de bonbons, je pense. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel de l'organisme L'Appel. Alors ça, je suis bien fier de ça. Plus de 150 personnes sur le terrain, là, aux alentours, autour du lac Saint-Charles, autour du lac de l'Age, dans le secteur de Stoneham-Tewksbury. Franchement, merci à tous les bénévoles. Puis regardez, là, c'est pas terminé, il y a bien du travail à faire. Toi, t'as quel âge, Emma Rose? 5 ans. Et est-ce que tu trouves ça important de prendre soin de l'environnement comme ça? Oui. Tu le fais pour qui, ce beau défi-là? Pour tout le monde. Et pourquoi est-ce que tu trouves ça important de ramasser les déchets et de faire le ménage? Parce que ça prend soin de la nature et on peut vivre sans déchets dans la forêt. Je pense que c'est plus agréable quand on vient profiter du plein air, de venir dans un parc ou se promener en forêt quand on ne trouve pas de déchets ou de traces, mauvaises traces de présence humaine, mettons. C'est plus de 150 bénévoles qui se sont déplacés aujourd'hui du côté de la Couronne Nord de Québec pour participer au défi Zéro déchet organisé par l'Appel. Sachez que vous pouvez toujours prendre part au défi à la maison en ramassant vos propres déchets, question de vous sensibiliser à un environnement un peu plus propre. Pour suivre les prochaines activités organisées par l'Appel, rendez-vous sur leur page Facebook ou encore leur site Internet. Merci d'avoir visionné la première émission de Vue d'ici. Sachez que nous sommes toujours à la recherche de suggestions de reportages et il est possible pour vous de nous envoyer celles-ci via le info@ccap.tv. Pour regarder l'émission à nouveau, vous avez qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube, à consulter le www.ccap.tv ou encore à aller cliquer j'aime sur notre page Facebook. Et on se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.